Bonjour Céline. Bonjour Candy. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui à l'Institut international de planification de l'éducation de l'UNESCO pour discuter ensemble de l'implication des élus locaux dans l'éducation. Vous avez une grande expérience sur cette question-là. Vous travaillez actuellement à la mairie de Vincennes. Vous êtes responsable du pôle logistique école et crèche. Donc la ville de Vincennes se situe dans le Val-de-Marne, à environ 10 km de Paris. Il y a 44 000 habitants. Mais vous êtes aussi en parallèle élu dans une autre commune en Seine-et-Marne, plus précisément Bailly-Romainvilliers, qui est une commune plus petite, qui est composée de 7 500 habitants. Elle est un peu plus loin de Paris, à 40 km. Et à ce titre, vous êtes adjoint au maire à l'enfance et à la jeunesse depuis 2014. Et préalablement, vous étiez conseillère municipale déléguée aux nouvelles animations, la restauration et le conseil municipal des enfants de 2008 à 2014. Donc nous sommes heureux aujourd'hui de bénéficier de votre expertise sur les questions de l'éducation au niveau local et de pouvoir échanger avec vous à ce sujet-là. Pourriez-vous nous donner les grandes lignes de l'implication des collectivités territoriales dans le champ de l'éducation en France d'après la législation et la réglementation? Eh bien, avant toute chose, merci de m'avoir conviée et merci de parler coéducation à échelle nationale. Donc pour répondre à votre question, les communes, donc collectivités, sont garantes de la mise à disposition des ressources permettant aux élèves ou enfants, suivant l'interlocuteur, d'apprendre dans des conditions optimales. Ça veut dire être dans des conditions optimales d'apprentissage, mais aussi de plaisir à être pour apprendre plus aisément. Schématiquement, ça veut dire que les communes doivent mettre à disposition des établissements répondant aux diverses réglementations en termes de sécurité et d'accueil recevant du public pour répondre aux besoins des professionnels de l'éducation via l'éducation nationale et des enfants. Bien. Et est-ce que ces responsabilités ont changé, ont évolué ces dernières années depuis que les communes ont reçu ces responsabilités dans le champ de l'éducation? Alors, on ne peut pas dire que les communes aient davantage de responsabilités. En revanche, on va dire que le degré d'exigence est exponentiel. Puisque les réglementations tombent finalement de toutes parts, certes du ministère de l'Éducation nationale, mais pas que, la ville doit répondre à diverses réglementations, ou diverses lois, ça dépend, pour répondre à une bonne utilisation des espaces, à des objectifs, à des fins, à des objectifs dits communs à destination des enfants. Quand on parle de degré d'exigence exponentielle, c'est qu'aujourd'hui les réglementations évoluent. Elles ne deviennent pas finalement plus conséquentes en nombre. En revanche, elles deviennent plus drastiques. Et donc pour les collectivités, y répondre devient peut-être pas plus compliqué, mais nécessite une réflexion tout autre. Il n'y a pas plus de responsabilité pour une collectivité. En revanche, elle découvre des nouveaux besoins et donc et doit s'adapter en conséquence. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple, par exemple, d'un domaine dans lequel c'est devenu exponentiel, justement? Alors, un exemple du quotidien, c'est tout ce qui est sécurité. Vous n'êtes pas sans savoir que la France a traversé des événements compliqués, que ces événements ont eu des conséquences assez du coup conséquentes, si je peux dire, sur le fonctionnement des établissements recevant du public en termes de sécurisation, puisqu'aujourd'hui, il faut que les enfants et les adultes soit dans des conditions de sécurité optimales. Ça veut dire que personne ne doit pouvoir s'introduire dans un établissement. Ça veut dire que personne ne doit pouvoir fuir d'un établissement en cas d'intrusion. Et ces réglementations qui aujourd'hui sont sous l'entité Vigipirate doivent être mises en pratique par les collectivités qui mettent, on se le redit, à disposition des établissements. Schématiquement, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que les conditions d'apprentissage des enfants soit faite en simultané d'une sécurisation optimale. Donc on doit faire attention à ce que les portes soient verrouillées de l'intérieur, que personne ne puisse forcer de l'extérieur, qu'il y ait des garde-corps sur les établissements, qu'il y ait maintenant des barreaux, qu'il n'y ait pas de vue de l'extérieur. Et en fait, ce sont aujourd'hui des réglementations qui ont évolué. Avant, elles existaient, il fallait que les bâtiments soient dans des conditions de sécurité. Aujourd'hui, elles sont poussées à un paroxysme certain, de par l'expérience et l'histoire de la France actuelle particulièrement, mais pas que. D'accord, merci. Donc on comprend donc que le champ d'intervention des collectivités territoriales dans l'éducation est assez vaste, aussi assez ciblé. Est-ce qu'il y a des acteurs clés avec lesquels la commune travaille pour remplir sa mission éducative?
En fait, je vais tourner la question autrement. Une commune ne peut pas travailler autrement qu'en plein partenariat. On a dit tout à l'heure qu'une commune était tenue de mettre à disposition d'une entité, telle l'Éducation nationale, des infrastructures. Ça veut dire que finalement, le partenariat se fait de fait. Aujourd'hui, au sein d'un établissement, vous avez des membres de la population éducative, donc qui viennent de l'Éducation nationale. Vous avez des enfants qui sont issus de familles, donc des administrés, des personnes, des familles qui payent leurs impôts au sein d'une commune. Et vous avez forcément la commune qui est propriétaire de ces lieux. Ce partenariat finalement tripartite s'impose. De dire ça ne veut pas dire qu'il est aisé. Pour autant, il est de fait, et donc il faut qu'on travaille ensemble à la concrétisation des divers projets. Quand on dit divers projets, c'est l'éducation nationale, le projet d'éducation, mais aussi le projet du territoire. Et quels sont du coup, selon vous, les principaux ingrédients d'un partenariat réussi entre donc l'école, le personnel enseignant, les parents d'élèves, la communauté, et puis aussi le reste de l'ensemble de la communauté locale et l'autorité locale élue? Quels sont les principaux facteurs de réussite? Après, je pense que ma réponse va être des plus objectives et sincères. Il n'y a que la transparence et la concertation qui peuvent faire que ce partenariat fonctionne. On ne peut pas, en tant que commune, prendre une décision unilatérale. L'éducation nationale ne peut pas imposer, parce qu'elle n'est pas gestionnaire de son site et de son fonctionnement, une décision non plus. Ce qui veut dire que, en parlant de concertation et de transparence, c'est qu'à un moment, une décision, elle s'argumente et elle s'explique. Une décision négative peut être très bien vécue à partir du moment où elle a été concertée en amont, réfléchie à plusieurs, et à un moment actée et expliquée surtout. De dire ça peut faire un petit peu peut-être simpliste ou utopiste, mais pas du tout. Aujourd'hui, cette concertation, elle se travaille. On ne peut pas du jour au lendemain travailler à plusieurs et aboutir à des objectifs communs. Il faut expliquer les choses, il faut que la commande soit claire, il faut définir un besoin de manière très pratico-pratique, si je puis dire, pour que chacun y trouve sa place et du coup puisse réfléchir ensemble. D'accord, très bien. Est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux exemples justement d'un partenariat réussi entre ce trio d'acteurs au niveau local et de par votre expérience donc dans ces deux mairies dans lesquelles vous travaillez? Eh bien, je vais vous donner deux exemples, un avec la casquette d'élu et un avec la casquette de technicienne, donc à Vincennes. Le premier, c'est de par le décret relatif à la réforme des rythmes scolaires. Clairement, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a donné le choix aux collectivités de l'organisation du rythme scolaire dans ces écoles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une commune décide de mettre en place les 24 heures d'enseignement sur 4 ou 5 jours et d'organiser le contenu de la journée comme tel. À Bailly-Romainvilliers, quand le gouvernement a imposé le basculement à 4 jours et demi, on a travaillé en concertation avec les représentants de parents d'élèves et l'éducation nationale à une organisation. Quand arrive le décret de juin 2017, le ministre de l'Éducation nationale redonne la main aux collectivités en disant « Dorénavant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ou vous restez à 4 jours et demi, ou vous basculez à 4 jours. » La ville a décidé de pas jouer la précipitation et du coup de poser le cadre avec ces deux partenaires premiers auxquels se sont greffés, on le découvrira après, mais les associations qui sont partenaires au quotidien finalement d'un fonctionnement communal. Ça veut dire que pendant 1 an et demi, la ville a fait le choix de travailler en étroite collaboration avec la population éducative, donc avec l'inspecteur de l'éducation nationale, mais aussi les enseignants, les directeurs d'établissement évidemment, et les parents d'élèves, pour travailler ensemble à un rythme qui réponde aux besoins de l'enfant. Avec 2 critères. 1, 24 heures d'enseignement imposées par le ministère de l'Éducation. Et après, que fait-on des 26 heures restantes sur une 50aine d'heures de présentiel enfant au sein d'un établissement? Cette concertation, aujourd'hui, s'est faite, puisque, je peux me permettre de le dire, elle a abouti jeudi dernier. Et du coup, le résultat de cette concertation a été pris collégialement. Non pas collectivement, mais collégialement, et le fruit de réflexion de tous. Donc aujourd'hui, il y a une décision qui a été prise, qui répond aux besoins de l'enfant, parce que c'était ça l'objectif premier, alors qui certes va sûrement pas plaire à tout le monde, en tout cas elle a été travaillée collectivement, collégialement, et répond à un besoin finalement de masse. Ça c'est le succès d'un partenariat, ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus.
On a greffé après différents interlocuteurs. Nous avons associé des spécialistes de l'enfance avec la présence de chronobiologistes, de pédopsychiatres, pour entendre aussi leur expertise. On a travaillé avec les associations qui œuvrent sur ce champ-là aussi, puisqu'ils sont partenaires des temps périscolaires et extrascolaires. Donc ce partenariat a une conclusion positive, puisqu'ensemble, on a réussi à décider d'une organisation. Le deuxième exemple, et non des moindres, c'est à Vincennes. En fait, de par ce qu'on a dit tout à l'heure, la triste expérience qu'a connue la France, les attentats, etc., les villes les écoles devaient dorénavant fermer leurs portes aux familles. Ça veut dire qu'une famille ne dépose plus son enfant, même en maternelle, dans sa classe, comme avant. Il le dépose à l'entrée de l'école, en élémentaire de même. Et du coup, ça fermait en simultané la possibilité aux établissements d'organiser les fêtes de fin d'année, par exemple. Alors une fête de fin d'année, on peut se dire c'est un événement festif, c'est pas grave s'il n'y a pas, mais pas du tout. On parle de dynamique de territoire, on parle de cohérence entre les familles et l'éducation nationale, on parle de temps informels qui ont finalement beaucoup plus de place que des réunions formelles où on engrange des informations descendantes et c'est tout. On parle aussi d'une autre appréhension de l'école. C'est l'enfant qui pour la première fois accueille son parent ou ses parents ou sa famille au sein de son quotidien, de son 6 heures par jour. Sans le partenariat entre l'éducation nationale, les familles et la collectivité, ces fêtes d'école s'éteignaient. Alors, il a été inenvisageable pour la commune de Vincennes de voir s'éteindre ces manifestations, mais je ne cacherai pas que les commandes ont été prises finalement par les familles qui ont trouvé absurde cette absence de fin d'année et qui ont décidé du coup de mettre en place, d'organiser, ou en tout cas de prendre la main sur l'organisation. Finalement, ces organisations se sont faites par le biais aussi de l'Éducation nationale, qui a accepté de mettre à disposition ou des espaces ou des temps pour préparer cette organisation. Et finalement, la collectivité, puisque toute la logistique qui correspond inhérente en fait à cette organisation dépend de la commune qui met à disposition et l'école, et les locaux, et le matériel pour organiser les kermesses, la sono et compagnie. Ce sont deux exemples qui n'auraient pu être mis en pratique ou concrétisés, selon l'expression, sans les trois partenaires. Quels sont les défis que vous voyez, vraiment les obstacles à l'établissement d'un bon partenariat entre ce trio d'acteurs, l'école, la commune et l'ensemble de la communauté? Eh bien, en fait, ça peut faire redondance avec ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est une mauvaise définition du besoin. Si finalement, mais comme dans tout métier, comme dans tout partenariat, si la commande est mal passée ou est interprétée, la conclusion ne pourra pas être bonne. Ça veut dire qu'on ne peut pas travailler avec des orientations différenciées. Suivant le public, quand on passe une commande, la commande ou peut être interprétée ou associée à une réflexion personnelle. Mais finalement, les objectifs du coup seront différenciés et ne permettront pas de conclure, non pas positivement, il n'y a pas de conclusion positive ou négative, mais en tout cas de construire quelque chose collectivement. On va repartir de l'exemple des rythmes scolaires. Ouais. Si à un moment, quand il est question de se poser ensemble sur le thème rythme scolaire, la question n'est pas 4 jours ou 4 jours et demi. La question est comment intégrer dans la vie de l'enfant, de manière la plus optimale possible, 24 heures d'enseignement, et du coup de travailler à l'environnement qui gravite autour de ces 24 heures d'enseignement. Ces 24 heures sont apposées, c'est un fait établi. On sait que ça doit être sur 4 ou 5 jours. Ok, donc travaillons à des organisations qui répondent aux besoins de l'enfant avant tout, parce que c'est ça la commande, et après, parce que c'est important, aux besoins des enseignants et aux besoins des familles. Il faut que la commande soit clairement passée pour qu'on puisse y travailler collectivement. Si vous passez la commande travaillant sur les rythmes scolaires, les parents vont penser organisation familiale, les enseignants vont penser organisation du champ éducatif, en fait, de l'apport en termes d'apprentissage, et puis la collectivité va aussi parler en rationalisation, en budget, en occupation du domaine public, en occupation de ces espaces, en consommation des fluides. Donc là, finalement, les trois vont partir vont prendre des orientations différentes qui ne permettront pas, finalement, d'aboutir à une décision qui répondra aux besoins de l'enfant. Donc il faut être très clair dans la commande. Et donc comment partir justement de définition d'une commande ou de besoins assez différents avec des priorités pour chaque acteur très spécifiques pour arriver à une sorte de compromis politique. Donc vous nous avez évoqué l'importance de la concertation, du dialogue pour surmonter ces obstacles a priori.
Je reviens sur mon tout s'explique. Un moment, quand une décision est prise, il faut qu'elle soit d'abord assumée. Et pour qu'elle soit assumée, il faut qu'elle soit comprise par nous-mêmes, entre guillemets, puisque nous sommes décisionnaires, nous les communes, mais aussi finalement par le public. La concertation n'est pas un lieu de débat stérile. Elle est là pour collecter des réflexions de part des professionnels différents. Et quand je dis professionnels, j'inclus les familles. Aujourd'hui, une gestion familiale, c'est une vraie gestion logistique, c'est une gestion budgétaire, c'est une gestion, alors oui, il y a l'affect qui se met dedans, mais organisationnelle. Il faut la prendre en compte. Donc on a besoin du fruit de la réflexion d'une famille, mais aussi d'un professionnel de l'éducation qui transmet un savoir aux enfants, et nous, collectivités, qui mettons à disposition des moyens. La concertation, c'est ça. C'est pas je suis pour, je suis contre. C'est qu'est-ce que je peux apporter pour répondre à la commande. Pour répondre à cette commande, il y a les réflexions en vue de répondre à un objectif, et puis il y a les décisions qui sont prises de manière, les décisions inhérentes, si je puis dire. Voilà, on sait que pour répondre à une commande, eh bien, la question d'argent se pose, la question logistique se pose. C'est là qu'arrivent les arbitrages financiers, c'est là qu'arrivent les décisions finalement d'élus. Alors elles ne sortent pas du chapeau. C'est pas une décision selon le bon vouloir de l'élu parce qu'il affectionne cette école plutôt qu'une autre. C'est un recensement des besoins qui est fait par les techniciens. Donc, techniciens, ce sont ceux qui travaillent pour les mairies et qui, à un moment, se posent et présentent l'ensemble de ces recensements aux élus pour qu'ils se positionnent. Donc, ça peut être de tout. Vous pouvez avoir un directeur d'école qui va vous dire qu'il veut monter un projet de thèse découverte ou un projet langue avec un pays étranger, le principe du parrainage, par exemple. Ça peut être un directeur d'établissement qui veut travailler à la sécurisation de son bâtiment. Un autre qui veut parler projet d'inclusion. Ben oui, il a un petit enfant qui est porteur d'une pathologie conséquente qui va arriver dans son établissement, il faut lui faciliter l'accès. Ça peut être tous les projets environnementaux. Donc tout ça, ce sont des projets qui sont travaillés par des techniciens en total partenariat avec l'interlocuteur premier, donc là l'éducation nationale, afin de les soumettre aux élus pour qu'ils se positionnent. D'accord. Donc en fait, effectivement, ça aborde une autre question qui est liée à l'ensemble des stratégies que la commune qu'elle doit mettre en œuvre au niveau de son territoire et des priorités qui pourront être données à certains secteurs. Et justement, je me demandais, de par votre expérience dans ces deux communes différentes, comment se font justement comment se résolvent ces conflits de priorité entre le secteur de l'éducation et le secteur de la santé ou, je ne sais pas, du troisième âge ou de la voirie, etc. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment cette priorité éducative reste à un niveau important au niveau des stratégies d'une commune en comparaison ou en conflit peut-être avec d'autres secteurs? Alors, la réponse va se faire en deux temps. D'abord, une commune doit répondre aux préconisations nationales ou aux réglementations nationales. Donc ça veut dire qu'elle doit mettre les moyens financiers et logistiques pour répondre à ces orientations. On va prendre un exemple. La sécurité, à un moment, différents ministères décident d'une nouvelle réglementation concernant l'accueil de personnes à mobilité réduite. Donc elle oblige maintenant les communes, alors obligée a une connotation négative, mais il ne faut pas le prendre comme tel, c'est une obligation dans le cadre légal. Elle oblige les communes à pouvoir devoir rendre accessible l'ensemble de ces bâtiments communaux pour les personnes dites à mobilité réduite, en l'occurrence en fauteuil. Ça veut dire que du jour au lendemain, la commune, même si elle ne l'avait pas prévu budgétairement, doit pouvoir répondre à cette réglementation. C'est un non-choix. Cela dit, en simultané, vous allez avoir un autre ministère qui va faire redescendre une réglementation. Par exemple, on va continuer sur l'exemple des attentats. Suite aux divers attentats, la réglementation de l'éducation nationale veut que dorénavant, la sécurité soit optimale pour les enfants. Donc ça veut dire qu'ils ne puissent pas quitter l'établissement, faire l'école buissonnière. Et donc se retrouvent face à des barrières physiques. Pareil, en simultané de la réglementation personnes à mobilité réduite, ça veut dire que la ville devrait travailler à la mise en place ou à la concrétisation de la réglementation en lien avec la sécurité. À un moment là, la ville a un choix à faire. Elle ne peut pas, pour des raisons de réglementation PMR, faire le choix de mettre toutes ses poignées de porte à 90 cm pour que la personne en fauteuil puisse accéder à l'infrastructure et en simultané répondre à la réglementation poignée de porte à 1,80 m pour pas que l'enfant puisse se sauver.
Donc là, la ville, à un moment, elle a 2 réglementations qui tombent en simultané, doit faire des choix. Des choix qu'elle devra assumer par la suite. Suivant Bailly-Romainvilliers, Vincennes ou les 36 000 communes de France, chaque commune, à un moment, a dû faire un choix. Et du coup, le concrétiser en termes de travaux, mais aussi en termes de positionnement. Donc ça, c'est finalement la première façon de répondre à votre question. Après, la commune décide en fonction de sa population. On va prendre l'exemple de Bailly-Romainvilliers. Bailly-Romainvilliers est une des 5 villes qui dépend de la convention État Disney. Ouais. Donc on a nos petites maisons roses avec nos volets verts parce qu'on dépend de Disneyland Paris. Avec une population forcément atypique, puisque je l'ai dit tout à l'heure, 48% de sa population a moins de 18 ans. Donc forcément un budget énorme dédié au monde éducatif, donc 0,25 ans, à savoir 72%, donc ce qui n'est pas négligeable, c'est juste énorme. Et en simultané, une population étrangère particulièrement conséquente, puisqu'on a 42% de population qui vient de par le monde pour travailler chez Disney, certes, et il y a une grosse population qui travaille aussi pour Air France. Donc en fonction de ces 2 critères de population, et du troisième, qui est la catégorie socio-professionnelle, finalement, il faut quand même le prendre en compte, la ville va faire des choix. On est à 72% de la population qui a moins de 18 ans, donc il est d'évidence pour la ville que la politique éducative va avoir un vrai rôle. 72% du budget, donc finalement les arbitrages se font en fonction de ces 3 critères pour répondre à la dynamique de la population éducative. Si je fais un parallèle avec Vincennes, on a une population qui est largement plus conséquente, puisqu'on est à 44 000 habitants, mais avec certes les mêmes catégories socio-professionnelles, mais une population un petit peu plus vieillissante, disons ça joliment, donc forcément avec des besoins autres. En simultané, on a une population particulièrement exigeante sur certains points. Donc, autant à Bailly-Romainvilliers, on aura fait le choix de tout axer sur la politique éducative, à savoir intervenants sportifs dans les écoles, intervenants linguistiques, des gros projets de classes découvertes, de mini-séjours, alors qu'en simultané à Vincennes, on va se focaliser sur la sécurité des bâtiments, la vérification d'une non-intrusion possible, la mise en place des plans de sûreté, les conditions de travail des agents. Parce que finalement, l'orientation de l'administré n'est pas la même. D'accord. Avec ces critères-là, finalement, la ville conduit une politique globale. Donc, à Bailly-Romainvilliers, une politique axée sur l'éducation, de par son jeune public, et à Vincennes, sur un autre type de politique. Il n'y a pas de meilleure politique, il n'y en a pas une qui est moins bien que l'autre. On s'adapte finalement à l'administré et à son besoin, tout en répondant aux réglementations. D'accord, je comprends tout à fait. Et lié à cette question-là, effectivement, de nos jours, la ville fait face à de nombreux enjeux qui sont liés, par exemple, à notre actualité, liés au climat, liés à l'afflux de migrants dans les villes, liés à l'attention à présent qu'on porte davantage à l'inclusion aussi des enfants souffrant de handicap. Et je voulais, par votre expérience justement professionnelle, que vous nous donniez des exemples de la manière dont, du point de vue éducatif, la ville tâche de répondre aussi à ces enjeux contemporains. On l'a dit tout à l'heure, quand c'est imposé, la ville doit faire face. Après, la méthodologie dépend de la collectivité. Il y a des villes qui font le choix, comme Bailly-Romainvilliers, de s'associer ou de travailler à des partenariats un petit peu plus larges. Donc, vont faire appel à des institutions dédiées. On va parler par exemple de l'enfant porteur de handicap. C'est un domaine très large, ça peut être handicap physique, handicap psychologique, ça peut être une différence physique. Donc l'enfant effectivement va marcher sur ses 2 jambes et va avoir ses 2 mains. Pour autant, à un moment, l'enfant va avoir une différence qui va faire que son intégration va le mettre face à certaines difficultés. La ville fait le choix, quand je disais que la ville faisait le choix de la méthode, c'est fait le choix de s'entourer ou pas. Et quand on dit de s'entourer ou pas, c'est d'expérience ou d'expertise, encore une fois, c'est pas la même chose, ou après de prendre appui. Il y a des villes qui font le choix d'externaliser d'ailleurs, de faire appel à des institutions extérieures ou du privé pour l'aider à travailler à ces sujets-là. Pour autant, à un moment, la ville devant répondre à la commande, au cadre, elle doit trouver des solutions.
généralement, le partenariat premier, qui était l'éducation nationale, les administrés et la commune, est sollicité tout de suite. Finalement, et il se met en place de toute manière, spontanément. Quand on parle d'enfants apporteurs de handicap, forcément, il y a une famille de la ville qui va être concernée, qui va être soucieuse, qui va être force de question, qui va d'abord se tourner vers son directeur d'établissement ou son enseignant, qui va alors se tourner vers nous. Et ensemble, on va se poser et construire. Très souvent, c'est l'expérience qui nous fait nous travailler plus en profondeur sur certains sujets. Maintenant, il nous faut répondre effectivement à beaucoup de choses en même temps. On a, vous avez dit, l'été dernier, le pays a été touché par une période de canicule. Alors certes, qui a duré une petite semaine. Pour autant, elle a été telle qu'il a fallu un moment dans l'urgence nous poser et trouver des solutions. Donc ça, c'était la notion d'urgence. Maintenant, on sait qu'on a eu un an pour répondre à l'éventuel plan de canicule de 2018 et pour pouvoir apporter des solutions. On parlait évolution entre guillemets en termes climatiques, mais c'est valable sur le développement durable, c'est valable sur, on a dit, les personnes dites différentes, mais c'est aussi le réfugié politique qui arrive, ou papa et maman qui sont mutés à Paris, et puis on arrive du bout du monde et on n'a pas l'appréhension du territoire, la nouveauté. Tout ça, il nous faut le travailler. Bailly-Romainvilliers, par exemple, fait le choix de s'entourer de professionnels. Voilà, elle forme ses équipes à l'accueil d'enfants dits particuliers, où elle va s'entourer de professionnels du climat, comme on dit. Alors ça, c'est vraiment d'un point de vue général, mais sinon, c'est d'adaptation aux températures dans un établissement recevant du public, parce qu'une commune ne sait pas tout. Et elle a beau avoir des experts en son sein, finalement, il y a des questions qu'on ne maîtrise pas. Vincennes a fait le choix, on va reprendre l'exemple de réfugiés politiques, de travailler en étroite collaboration avec l'éducation nationale, pour pouvoir répondre aux conditions d'accueil de ces familles-là. Je n'ai pas dit juste enfants, j'ai dit aussi familles. Oui. Donc de dispenser des cours de français, papa, maman, pour qu'ils puissent signer le mot du cahier, envoyer son enfant en classe découverte en toute connaissance de cause par les projets, s'intégrer à la fête de l'école sans cette fichue barrière de la langue. Ça, c'est inenvisageable sans le partenariat ou sans force de proposition extérieure. D'accord. Très bien pour cet exposé très riche et très varié de votre expérience de travail directement auprès de ces deux environnements locaux que sont Vincennes et Bailly-Romainvilliers. Et donc vraiment merci beaucoup pour votre participation. Avec grand plaisir.